Bonjour Delia et bonjour à tous. Question pays, la première au plus près des Calédoniens. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Question Pays, le magazine de la rédaction qui traite des problématiques de notre société. Un nouveau numéro spécial crise sanitaire. La Nouvelle-Calédonie entre dans sa 5e semaine de confinement. À cette occasion, la rédaction a souhaité faire le point après un mois de confinement. Comment est la situation dans les différents secteurs économiques, dans le secteur du travail, de l'enseignement et de la santé? Nous allons dans un premier temps dresser un premier bilan de ce mois de confinement et dans un second temps nous poser la question comment sortir du confinement et envisager un retour à une vie presque normale. Pour échanger autour de la thématique par téléphone, nous avons Valérie Zaoui, vice-présidente du MEDEFNC. Bonjour. Oui, bonjour. Le docteur Benoît Chabert, médecin chirurgien au CHN, le Centre hospitalier du Nord à Koné. Bonjour également. Bonjour. Nous avons également ce midi dans nos studios Stéphane Nganiman, le président de la Fédération des APE, l'association des parents d'élèves donc de Païta. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Milo Poigniwa, vous êtes le secrétaire général de l'USOAC, l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, donc merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Avant de commencer, je plante le décor. Le pays est en confinement strict depuis le mardi 7 septembre midi. La Nouvelle-Calédonie enregistre 150 décès de personnes liées au Covid. L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire depuis le 9 septembre avec un couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin. Le calendrier scolaire est chamboulé. Bref, c'est une troisième crise sanitaire sans précédent que nous vivons. Madame, monsieur, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? On va commencer par Madame Valérie Zaoui, la vice-présidente du MEDEFNC. Alors l'état d'esprit, on est là pour se battre, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu frustré de voir la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, parce qu'on se dit qu'on est passé à côté d'une opportunité qu'avait la Nouvelle-Calédonie. Ça fait 2 ans qu'on était protégés dans notre bulle. On a tiré au MEDEF plusieurs fois la sonnette d'alarme en disant il faut absolument se préparer parce que ce statut ne pourra malheureusement pas durer. Et voilà, on y est aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'on sort quand même de plusieurs années très difficiles d'un point de vue économique, avec des grosses questions sur notre avenir institutionnel, des crises à répétition. L'année dernière, en fin d'année dernière déjà, les événements que nous avons connus en Nouvelle-Calédonie ont rendu l'économie complètement amorphe. Et donc on se prend maintenant cette crise sanitaire sur le dos avec aucune visibilité. Voilà, le moral n'est quand même pas au bout fixe dans les entreprises calédoniennes. Il faut avoir beaucoup de force et de volonté le matin quand on est chef d'entreprise en ce moment pour continuer à mener le bateau à flot. On a compris un ensemble de paramètres. Même question posée à monsieur Stéphane Nganiman, le président des APE donc sur Païta. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai que déjà, il faut quand même saluer aussi les équipes pédagogiques qui ont fait un gros travail pour la continuité. Avec les 2 derniers confinements, je pense qu'ils avaient quand même l'expérience. Donc là, franchement, le confinement est dur parce qu'il y a beaucoup de cas et de décès. Donc je pense qu'avec le déconfinement, à voir ce qu'ils vont nous proposer cet après-midi. On va rejoindre monsieur le docteur Chabert du côté du centre hospitalier du Nord. Vous vous attendiez à cela, à ce que l'impact de cette pandémie et surtout qu'on ait l'ampleur qu'il y a aujourd'hui? En fait, oui. Je rejoins la représentation du MEDEF. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir atteint une couverture vaccinale meilleure qui nous aurait complètement supprimé cette crise. Maintenant, on s'y attendait et je crois même qu'on peut dire que ça a été plutôt bien géré sur le plan sanitaire. Et la difficulté, ça va être d'accepter que ça va durer. Le Covid va rester là à un moment et avant d'en sortir, il se passera plusieurs mois avant de normaliser le fonctionnement. Milo Poigniwa, vous êtes le secrétaire général de l'USOAC. Vous êtes en lien direct avec les travailleurs, le monde du travail. Comment vivez-vous, comment vivent-ils ces travailleurs ce confinement aujourd'hui?
Alors même si on a l'expérience des deux précédents confinements, celui-ci il est particulier puisque bon le virus il est là, il circule et il fait des dégâts, hein, des gens qui sont contaminés en entreprise, mais on a aussi des décès quoi. Et donc c'est ça qui fait peur aux salariés, la peur d'aller travailler et d'être contaminé par ce virus. Hein. C'est la présence même du virus, c'est ça? C'est la présence même du virus. Hein. C'est pour ça qu'il y a un fort taux d'absentéisme hein, dans certaines entreprises. Hein. Plus de 50% d'absentéisme. Et c'est parce que le virus, il circule. Quoi. C'est ça qui fait peur aux salariés. On reste avec vous, contrairement aux deux précédents confinements. Aujourd'hui, il y a cette question de l'obligation vaccinale qui est en vigueur pour certaines catégories de professions. Avant d'en venir à cette question de l'obligation, il est constaté aujourd'hui encore que des employeurs ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas, par exemple, les masques ou notamment le gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est le constat que vous, en tant qu'organisation syndicale des salariés, vous constatez sur le terrain? Oui, on a eu des retours d'adhérents ou de représentants hein, qui ont dû intervenir auprès de leur chef d'entreprise pour la mise à disposition. Alors, c'est plus des oublis ou des manquements de gel, de masques, hein, pour pouvoir travailler sereinement et tranquillement, hein, en toute sécurité. C'est ça qui fait peur, qui fait craindre à nos salariés. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la peur d'être contaminé par ce virus, puisque il est présent, il circule, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure aux deux autres confinements où on a recherché à tout prix à isoler la Calédonie, à être Covid-free. Là, le virus, il circule. Et donc, c'était ça que beaucoup de nos adhérents appelaient parce que, il y avait un manquement sur la mise à disposition de ce matériel de sécurité. Peut-être aussi des fois des remarques du chef d'entreprise sur les distances entre les salariés aussi. Voilà. Alors, vous a-t-on fait part d'abus, donc, de la part des employeurs ou des chefs d'entreprise qui exercent donc une forme, on va dire, de pression, de chantage, quand on pose la question de la vaccination obligatoire? Dès le premier jour, on a commencé le confinement, je crois que c'était à partir d'un midi, il y a eu des entreprises, hein, je ne vais pas les nommer, mais qui ont préféré employer des salariés vaccinés, alors que l'obligation, pour celles qui sont en première ligne, c'est au 31 octobre, et puis pour toute la population, c'est 31 décembre. Donc ils ont préféré. Alors je comprends bien que les employeurs, ils ont cette obligation sur la santé, la sécurité des salariés. Sauf que même si ce texte, cette délibération a été votée et rentre en vigueur à partir du 6 septembre, il n'empêche que l'obligation, donc pour certains métiers au 31 octobre et pour d'autres 31 décembre. Donc pour l'instant, c'est la pédagogie. Il faut au niveau des salariés que peuvent travailler aussi bien un salarié vacciné que celui qui n'est pas vacciné. Après, il faut gérer au niveau des contaminations et là, ce sont les tests et c'est ça qu'il faut enlever le doute justement aux salariés et bien leur expliquer. C'est ça qui n'a pas été assez utilisé, la pédagogie pour informer les salariés et les rassurer surtout. On va rester sur vos propos. Valérie Zaoui, du MEDEF-NC, la vice-présidente. Avez-vous un commentaire sur ce que vient de dire justement Monsieur Poignet-Ouin? Oui, j'en ai quelques-uns. Alors déjà, de manière générale, je pense que c'est dans l'entreprise que le salarié est le plus en sécurité, parce qu'à part quelques entreprises qui sont peut-être à la marge, où il peut y avoir des oublis, c'est dans l'entreprise que le salarié porte ses gants, met son masque, respecte les distances de sécurité. C'est une responsabilité du salarié en lui-même, c'est ça? C'est la responsabilité des deux. Oui. C'est-à-dire que le chef d'entreprise a effectivement comme responsabilité la santé de son salarié, mais on ne peut pas y arriver si on ne nous donne pas les moyens. Moi, j'ai pas de problème à être responsable de la santé de mes salariés, mais encore faut-il qu'on me donne les moyens de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se rendre compte de notre réalité et on marche sur la tête parce que on a par exemple les entreprises essentielles pour qui la vaccination est obligatoire, va l'être là, et pour les autres entreprises, ça ne l'est pas. Sauf que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, c'est-à-dire que demain, une entreprise essentielle pour qui l'obligation vaccinale existe travaille avec des entreprises sous-traitantes où ça ne l'est pas. Donc évidemment, elle vient vers nous en nous disant « Moi, je ne peux pas demander à mes salariés qu'ils soient vaccinés si les vôtres ne le sont pas ».
Donc on a déjà cette incohérence-là. Et on a aussi nos clients qui nous demandent à être, par exemple, nous on a une entreprise de nettoyage, mes clients professionnels comme salariés me demandent du personnel vacciné et je peux comprendre leurs craintes. C'est normal. Donc là on se trouve à marcher sur la tête, à mettre des employés en CDI qui ne sont pas vaccinés en chômage partiel et à embaucher des CDD vaccinés pour faire le travail. Mais quelle autre possibilité avons-nous ? Donc on est par période, on est gendarme, on nous demande de vérifier la citoyenneté de nos salariés. Soit. Là maintenant on nous demande d'être médecin. Moi je voudrais juste avoir la possibilité de faire tourner mon entreprise. Et je pense que c'est le cas de tous les chefs d'entreprise. Donc qu'on ait chacun nos responsabilités par rapport à nos entreprises, oui, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Et malheureusement, à ce jour, c'est encore le vaccin qui apporte la garantie de santé à l'ensemble de nos salariés et qui préserve également nos clients. Valérie Zaouy, on va rester avec vous. Vous êtes la vice-présidente du MEDEF-NC. Quelle est la situation actuelle des entreprises après un mois de confinement ? Si vous voulez, ça pouvait difficilement plus mal tomber. C'est-à-dire qu'on a commencé le confinement après quelques jours de travail sur le mois de septembre. Donc, par exemple, nos salariés en CDD avaient déjà été prolongés. D'un coup, l'activité s'arrête. On se retrouve avec des personnes en CDD pendant un mois. Sur les confinements précédents, c'était en fin de mois. Donc, on avait quelques jours de CDD et ensuite, on pouvait arrêter. C'est pas le problème de préserver les CDD en soi qui nous embête. C'est qu'on doit avancer la trésorerie. La dernière fois, ça a été plus de 6 mois avant d'être remboursé par la CAFAT. Donc, on doit rembourser de la trésorerie alors que nous n'avons pas de chiffre d'affaires qui rentre. Je pense à mes collègues qui sont commerçants, qui ont des charges sur leur commerce, des loyers à payer, des charges fixes très importantes et qui ont eu 3 jours de chiffre d'affaires. Comment voulez-vous qu'à la fin du mois, ils arrivent à maintenir le cap ? C'est juste impossible. Et on n'a aucune visibilité parce qu'on ne sait pas ce que le mois d'octobre nous réserve. Et si effectivement ils seront encore fermés 2 semaines, 3 semaines, on n'en sait rien. On l'a compris, Valérie Zaouy. Alors, c'est un confinement de trop pour le monde de l'entreprise. C'est un confinement de trop qui aurait pu être évité, ça c'est la première chose. Et maintenant qu'on y est, il faut qu'on... En fait, le confinement donne l'illusion à la population qu'on est protégé. Et on pense sincèrement que ça freine la vaccination. Donc maintenant, il est temps de réouvrir, de donner des objectifs à la population, de mettre en place les sanctions qui devraient être incitatives à la vaccination. On ne peut pas dire tout le monde doit se vacciner au 31 décembre, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Il n'y aura pas de licenciement, il ne se passera rien et s'attendre à ce que la population joue le jeu. Non, à un moment donné, il faut être juste envers ceux qui ont joué le jeu, qui se sont vaccinés et on les remercie de tout cœur. Et il faut que ceux qui ne le sont pas, soit comprennent qu'ils vont devoir prendre à leur charge les tests PCR, ça a encore été dit hier par le président Mapou, et que ça va être contraignant toutes les 72 heures d'aller se mettre un tube dans le nez pour savoir si on a le Covid ou pas, et qu'en tout cas, c'est pas à l'entreprise de payer. Il faudra bien à un moment donné suspendre le contrat de travail. Et dans quelles conditions ? Là aussi, qu'on nous éclaire. Alors, le temps politique et le temps économique n'est définitivement pas le même. Et nous, on a besoin de réponses rapides. On ne peut pas avoir la réponse de la prolongation du confinement un 1er octobre. On aurait dû l'avoir en début de semaine, qu'on puisse s'organiser sur les contrats de travail, etc. Alors là, on a tous arrêté nos CDD, peut-être juste pour une semaine. Enfin voilà, c'est... On l'a compris. Madame Zaouy, donc la semaine dernière, la présidente du MEDEF-NC, Madame Ninsi Délé, a soulevé, disait donc que les commerces, mais aussi d'autres secteurs d'activité sont prêts à mettre en place des mesures parfois très contraignantes pour, comme vous l'avez dit, pour pouvoir réouvrir, estimant qu'ils ont payé un énorme tribut. Avez-vous été entendu par le gouvernement sur cette question-là ? Pour l'instant, pas encore, puisque nous avons juste cette éventuelle ouverture fin de semaine prochaine avec un déconfinement progressif. Mais là encore, si on attend vendredi pour nous dire ce qu'il en est, on veut bien comprendre toutes les contraintes. Et je sais très bien que la tâche est loin d'être facile pour le gouvernement et pour les politiques qui nous gouvernent. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse savoir à quelle sauce on doit être mangé, parce que on est dans l'immobilisme déjà depuis plusieurs années dans un contexte économique et politique compliqué. Là, se rajoute cette crise sanitaire, on est vraiment au jour le jour. Et on a l'inquiétude de payer nos salariés déjà fin septembre, mais je vous dis pas fin octobre, on ne sait pas comment on va faire. Les entreprises n'ont plus de trésorerie. La situation est vraiment inquiétante. Donc on a besoin de savoir en avance, et peut-être que des mesures dissuasives, des sanctions claires qui seraient annoncées dès maintenant pour les personnes qui ne rentrent pas qui ne veulent pas rentrer dans le cadre de la vaccination, ça doit être dit. Ça doit être dit, ça doit être acté. On ne peut pas juste rester sur l'idée il faut vous vacciner au 31 décembre, sinon quoi ? Alors, on va avancer sur les débats. Les aides, donc émanant des différentes institutions qui sont permis, qui sont possibles aujourd'hui, est-ce que ça vous permet, donc, au monde de l'entreprise, de passer le cap suffisant ou pas suffisant ?
Non, c'est pas suffisant. Après, bien sûr qu'on comprend, les caisses sont vides, donc c'est pas un puits sans fond les aides. Mais par exemple, le chômage, je vous l'indiquais tout à l'heure, la période de chômage de mars 2020 vient juste d'être réglé à la plupart des entreprises, donc 6 mois après. Et là, les montants qui sont en question aujourd'hui sont 5-6 fois supérieurs, parce qu'effectivement, on a pour le coup des malades et beaucoup d'absentéisme. On a eu une zone de flou, par exemple des cas contacts asymptomatiques qui ont été traités en maladie, alors que depuis peu, on sait que le fonds de compensation prendra en charge ces personnes-là. Mais les médecins ont quand même donné des arrêts maladie. Donc on a une importante hausse des arrêts maladie dans nos entreprises qui sont à la charge, je le rappelle, de l'entreprise dans la plupart des cas. Monsieur Milopagnois, tout ce que décrit Madame Valérie Zaouy pour le MEDEF-NC, est-ce que vous, au sein des organisations syndicales, mais surtout des salariés, vous rencontrez ces mêmes problématiques des salaires et puis notamment tout ce qu'il y a de chômage partiel, voilà, pardon. Les entreprises qui ont été fermées parce que ils n'étaient pas essentiels, donc les salariés ils ont pas de salaire, donc dans ce cas de figure, c'est vrai que l'avance est faite par l'entreprise et ensuite il se fait rembourser par la CAFAT, mais sauf que comme le dit la vice-présidente du MEDEF, le chômage partiel du mois de mars, les paiements ont été effectués que là, quoi. Donc je comprends l'inquiétude des chefs d'entreprise par rapport à ce troisième confinement de pouvoir avoir de la trésorerie, parce que ils en ont pas, ceux qui ont dû fermer. Et donc c'est pour ça que ils appellent ils auraient souhaité, j'entends le message des chefs d'entreprise de penser pouvoir ouvrir à partir de cette semaine. Sauf que la réponse a été en défaveur parce qu'il y a 3 critères qui nous imposent qu'aujourd'hui on ne peut pas ouvrir. Donc le président du gouvernement a fait une annonce déjà vendredi et il a reconfirmé hier soir en disant ça se fera en fonction de ces 3 critères. Donc peut-être qu'il faut à mon sens, peut-être par rapport parce que comment les salariés peuvent aller travailler en toute quiétude, en toute tranquillité et en toute, sereinement, sans être infecté, c'est de pouvoir voir déjà au sein des entreprises le taux de vaccination au niveau des salariés. Peut-être que ce serait un argument à mettre en avant pour pouvoir réouvrir le plus tôt possible pour ces entreprises qui sont fermées, quoi. On va revenir justement sur cette question-là en deuxième partie de notre débat. Sur le fonds de compensation Milopagnois, donc est-ce que les employés qui ne touchent pas la totalité de leur salaire pourront justement en bénéficier? Est-ce que... Alors le fonds de compensation, c'est pas pour c'est au niveau un arrêt de maladie, c'est toujours sous la responsabilité, c'est le médecin qui prescrit un arrêt de maladie. Les cas qui ont été évoqués, c'est que ce fonds de compensation ne prendrait en charge des salariés qui ont été contraints de rester chez eux, mais qui n'ont pas eu d'arrêt maladie prescrit par un médecin. Donc c'est à ce niveau-là que ce fonds il intervient, mais pas pour compléter un manque au niveau du salaire. Le manque au niveau du salaire, c'est le chômage partiel qui est mis en place. Alors après, pour des entreprises qui ont peut-être une assise assez solide, peut-être qu'ils peuvent compléter le chômage partiel par un complément pour avoir l'équivalent d'un salaire à plein temps. Mais il y en a combien d'entreprises? Puisque aujourd'hui, on est au 3e confinement et toutes les entreprises, il y a les répercussions de ce 3e confinement, mais il y a aussi la situation économique qui était auparavant, qui les affecte énormément, quoi. Valérie Zaouy, ce fonds de compensation, est-ce que les entreprises pourront justement participer? Je veux dire, c'est difficile. Alors en fait, le fonds de compensation, il n'est pas pour les entreprises. Comme l'expliquait Milo,
c'est les salariés qui ont une perte, qui n'ont pas travaillé pendant un certain temps et qui n'ont pas été malades, qui pourront faire appel, prendre l'initiative d'aller demander ce fonds de compensation pour récupérer une partie de leur salaire. Donc ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Ce que je souhaite quand même souligner, c'est qu'heureusement, nous avons un dialogue social construit en Nouvelle-Calédonie et que nous arrivons à trouver des espaces de dialogue entre syndicats de salariés et syndicats patronaux qui font qu'on arrive à s'entendre et à trouver un compromis à chaque situation. Donc ça, déjà, dans la plupart des cas et avec la plupart des syndicats, c'est quelque chose de très positif parce que je pense que les syndicats de salariés ont bien pris la mesure de la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes et des difficultés que nous rencontrons. Merci à Valérie Azaoui. Stéphane Ngalimal, on rappelle que vous êtes le président de la Fédération des associations de parents d'élèves sur la commune de Païta. J'aimerais d'abord savoir si vous avez, au niveau de la Fédération, avez fait un point, après le dernier confinement, concernant la continuité pédagogique. Quelles sont les observations que vous faites ? Alors oui, on a fait un point à chaque fois qu'il y a un confinement, on essaye de faire un point, que ça soit avec l'exécutif aussi de la mairie et les parents. Donc les points positifs, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'avec les 2 premiers confinements, les écoles ont été vraiment très réactifs. La continuité pédagogique, a été vraiment très bien suivie. Il y a eu des améliorations parce que pour les élèves qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'internet sur les tribus ou quoi que ce soit, les parents recevaient des petits messages. C'est l'accès justement. Voilà, ils pouvaient venir chercher en format papier. Donc la communication a été vraiment bien passée. Voilà. Et de toute façon, à chaque début et à chaque fin de confinement, avant une reprise, quelle qu'elle soit, la mairie de Païta nous sollicite pour une réunion, nous les parents, pour voir dans quel état d'esprit nous sommes et voir pour essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, qu'est-ce qui reste justement peut-être à améliorer dans tout ce que vous entreprenez pour améliorer le suivi dans la continuité pédagogique ? Après, améliorer, c'est jamais parfait. Vous voyez ce que je veux dire, mais il y a plein de points à améliorer. Là, avant de venir dans votre studio, on était en réunion justement pour la reprise que Madame Chamorro va expliquer tout à l'heure à 14h. Déjà, avant d'essayer de continuer tout ça, j'entends la vice-présidente du MEDEF qui disait que certaines entreprises sont pas vaccinées, d'autres. Et que sont les instituts? Est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Voilà la question que nous on se pose et qu'on a posée et que Madame Chamorro nous a répondu que c'est pas obligatoire encore pour les instituts. Donc le gouvernement impose dans certaines sociétés. Donc moi c'est pas une question pour ou contre, c'est que les chiffres sont là. Tout le monde, faut qu'ils aillent se vacciner. Nous, on va renvoyer nos enfants à l'école et on ne sait pas si nos instituts sont vaccinés ou pas. Donc déjà, l'amélioration, elle devrait peut-être venir de là. Vous aimeriez avoir l'assurance, en fait, que l'ensemble du personnel soit vacciné, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. On va continuer. En plus de l'importance du suivi pédagogique, cette crise sanitaire a eu des impacts sur les familles. Il existe donc des familles endeuillées ou des élèves justement prises par ce deuil. Est-ce qu'il existe aussi un dispositif d'accompagnement de ces familles? Comment elle se met en place au sein des établissements, concrètement? Là, s'il y a des familles qui sont comme ça touchées par qui ont perdu un proche ou qui sont endeuillés, moi je les invite à faire le 35 21 11, le numéro de la mairie de Païta. Ils seront orientés justement pour être accompagnés vers un psychologue ou quoi que ce soit. On prend justement l'exemple de Païta. Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que vous leur répondez, vous écoutez? Comment ça se passe? Là, il faudra plus voir avec l'exécutif. Nous, on est parents d'élèves. Tout ce que je peux vous dire, c'est de lien, voilà, on sert de lien, on les oriente, comme je viens de dire, vers la mairie, et la mairie prend la suite et essaie de les accompagner au mieux. Merci, monsieur Ngaliman. Benoît Chabert, médecin chirurgien au CHN de Koné, le centre hospitalier du Nord. Comment a été l'activité du CHN durant ce mois de confinement avec une unité donc de Covid au sein de l'établissement? En fait, il a fallu s'adapter un peu progressivement à l'augmentation des cas. Donc, on a augmenté progressivement notre capacité avec un problème qui existait antérieurement, que connaissent tous les établissements, de manque de personnel. Donc, on est monté jusqu'à 28 lits et en parallèle, on a rapidement décidé de maintenir les activités qu'on considérait comme prioritaires. Donc, on a maintenu une activité à la maternité, la chimiothérapie et la chirurgie d'urgence.
avec des difficultés parce que quand on prend 28 lits sur ceux dont on dispose, il ne reste pas grand-chose. Donc il a fallu être un peu imaginatif et puis surtout faire sortir les gens plus rapidement qu'avant. Y a-t-il une surveillance ? Et là, on est arrivé depuis une semaine à une situation qui est stable, mais qui risque de durer longtemps. Et encore une fois, je comprends, il faut qu'on sorte du confinement, hein, tout le monde est d'accord de ça, mais ça veut dire qu'en face, nous, il va falloir qu'on maintienne et qu'on adapte au nombre de cas en permanence notre capacité. Donc pour nous, le retour à la normale est vraiment pas pour demain, mais comme pour tout le monde. Hein. Alors, y a-t-il une surveillance particulière, donc en tout cas pour les personnes souffrant déjà d'une pathologie, ou le suivi est le même pour tous au centre hospitalier ? En fait, c'est surtout en amont hein, que cette surveillance dont vous parlez se fait, ou se faisait en tout cas au début, c'est-à-dire que les gens qui étaient fragiles ou considérés comme fragiles et qui étaient cas contact et puis secondairement cas positifs étaient mis à l'hôtel en isolement pour être plus proche de l'hôpital et être rapprochés plus rapidement de l'hôpital si nécessaire. Mais les critères d'hospitalisation, eux, nécessitent d'être franchement malades pour ce qui concerne le Covid. Et puis à côté de ça, il y a les autres pathologies qui continuent d'exister et qui aboutissent à une hospitalisation. Mais on n'a pas au sein de l'hôpital une surveillance particulière. Simplement, on veille à ne faire rentrer à l'hôpital que des gens dont on connaît le statut. Et par contre, si les patients, eux, sont stables et testés, le problème est celui d'une entreprise normale, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de nos personnels ? Et là, effectivement, le taux de vaccination, il faut qu'on puisse le connaître, il faut qu'on puisse dépister nos personnels parce qu'eux sont en contact du Covid régulièrement. Et ça, c'est les problématiques qui émergent actuellement. L'arrivée de renfort de la réserve et de la solidarité nationale, est-ce donc bénéfique, une bouffée d'oxygène justement pour les professionnels de santé ? Alors clairement en fait, mais plus qu'une bouffée d'oxygène, c'est très très simple. Moi je vais prendre l'exemple de Point-d'Imier qui était où des lits étaient fermés par manque de personnel parce que depuis des mois la situation financière des hôpitaux, la situation du cercle sanitaire qui empêchait les recrutements, tous ces éléments faisaient qu'on avait beaucoup de mal à recruter. Et donc, on avait des lits qui étaient purement et simplement fermés. L'arrivée de la réserve sanitaire a permis de rouvrir des lits qui sont aujourd'hui occupés par des patients Covid. Donc, sans cette réserve, ça ne tournerait pas. Et puis, il y a d'autres choses qui ne tourneraient pas. Vous avez vu, tout le monde a vu l'utilisation des hôtels pour les sorties d'hospitalisation. Sans la réserve, ce serait très compliqué de faire tourner ça. Donc, c'est vraiment une énorme bouffée d'oxygène. Et la crainte qu'on a dans les hôpitaux, c'est combien de temps ça va durer, combien de temps on va le maintenir. Parce que là, on est reparti pour 3 semaines. Mais une fois qu'on sera sorti de ça, on va retomber sur les problématiques qui prévalaient avant, c'est-à-dire un manque de personnel compte tenu de la situation financière, institutionnelle, politique. On peut le dire comme on veut, mais le problème de fond est là et il est là depuis des mois. Alors, outre les moyens, est-ce que vous rencontrez donc des difficultés au jour le jour ? Outre le personnel existant et puis le personnel en renfort plutôt. Alors le problème c'est de jouer en fait avec les lits qui sont pour les patients Covid et les lits non Covid. Donc on a, et c'était logique, favoriser les lits Covid et là on arrive à un équilibre et il faut qu'on puisse rouvrir des lits pour les gens qui ont d'autres problèmes et qui ont des pathologies qui ne dépendent pas du Covid. Et arriver à trouver un équilibre entre les deux c'est difficile et puis il y a un problème purement médical derrière, c'est que les gens ont le Covid, puis guérissent, et puis ensuite, il y a une petite zone grise où, en fait, il faut qu'on établisse clairement qui est guéri, qui ne l'est pas, et qui peut basculer d'un service à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, auquel on n'avait pas été confronté avant. Alors heureusement, on profite de l'expérience métropolitaine, on profite de professionnels compétents sur le territoire, mais c'est ça, en fait. La chose vraiment nouvelle pour nous, c'est l'existence de ces patients qui basculent d'un statut Covid à non-Covid et qu'il faut continuer à faire avancer dans le schéma de soins. Et typiquement, les patients qui ont eu le Covid mais qui vont rester avec des difficultés respiratoires longtemps vont à un moment ne plus être considérés comme Covid et vont passer dans un autre établissement de soins sans être considérés comme Covid. Alors ça paraît simple de le dire comme ça, mais à quel moment on le décide pour qu'il n'y ait pas de levée de bouclier et que les mesures d'hygiène soient proportionnées et adaptées, quoi. Merci, docteur Chabert. Le retour à la vie normale après le confinement, c'est ce qu'attendent l'ensemble des Calédoniens aujourd'hui. Le gouvernement a fixé 3 principaux critères avant toute reprise. Le taux de vaccination pour atteindre l'immunité collective, le taux d'incidence, c'est-à-dire l'évolution de la maladie, et le taux de saturation des centres hospitaliers. Mais quels sont, selon vous, les paramètres primordiaux à prendre en compte donc pour déconfiner, Madame Valérie Zaouich?
Sans doute que les 3 sont importants, mais à suivre quotidiennement, c'est-à-dire que le suspense du vendredi pour savoir si on ouvre ou pas le lundi, c'est pas tenable. Donc, si tous les jours on pouvait avoir un point d'étape, déjà, ce serait bien. Et puis, nous, ce qu'on demande, c'est clairement la vaccination obligatoire pour tous. Au 31 octobre, qu'on puisse recontinuer à faire vivre nos entreprises, parce qu'encore une fois, une économie sans entreprise, qu'est-ce qui se passe au niveau des cotisations sociales, fiscales, etc., le chômage qui le paye, que fait-on de nos employés? Enfin, on a tellement de questions, on pourrait y passer la journée. Donc, on demande cette vaccination obligatoire. On demande l'instauration du pass sanitaire pour pouvoir contrôler, parce qu'encore une fois, on n'est pas ni gendarme ni médecin. C'est pas à nous de passer nos journées à demander est-ce que tu es vacciné ou pas. Le test PCR, c'est bien beau, mais vous imaginez tous les 72 heures réclamer à vos salariés sur les différents chantiers où ils peuvent être installés, est-ce que tu as ton pass PCR, etc. Enfin, t'as fait ton test PCR ou pas, c'est juste intenable. Puis on demande une dernière chose qui est l'ouverture des frontières, puisque maintenant, de toute façon, on a tous bien compris que le Covid-free, ça ne serait plus possible. Le Covid, ça sera comme l'est la grippe. Malheureusement, il faudra effectivement, certainement, régulièrement se refaire des rappels de notre vaccination, comme on fait pour tout un tas de maladies depuis qu'on est enfant, et on s'en porte pas plus mal. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à la science aussi. C'est grâce à la science qu'on est passé qu'on peut vivre maintenant jusqu'à des âges très avancés, ce qui n'était pas le cas il y a encore 100 ans en arrière. Donc voilà, on demande ces 3 choses, la vaccination, le pass sanitaire et la réouverture des frontières, parce qu'on est en train d'asphyxier complètement notre économie. La même question à M. Milo Paniwa pour l'U-Soinc. Situation, réponse difficile par rapport à la situation qui nous frappe. Je veux dire, l'idéal, c'est que tout le monde soit vacciné, sauf que on voit bien la vaccination obligatoire, elle peine. Et nous, on a fait un communiqué la semaine dernière, l'U-Soinc, parce qu'on est inquiet sur cette vaccination obligatoire, notamment pour les emplois qui sont cités dans l'article 5 de cette délibération. On ne sera pas prêt. Et donc, c'est pour ça qu'on demande, tout en allant à la vaccination. On a fait appel aussi à ce que l'ensemble de la population aussi aille se vacciner. Mais nous, on est inquiet, c'est pour les emplois, parce que aujourd'hui, il y a des entreprises concrètement qui ne pourront pas reclasser, ce ne sera pas possible, ou trouver d'autres solutions équivalentes. Donc la solution, elle est difficile. L'idéal, c'est mais pour l'instant, on n'est qu'à 37 ou 33% d'immunité collective, on est très loin. Il y a le pass sanitaire qui est évoqué. Est-ce que c'est un moyen pour circuler aussi bien pour ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés à charge d'amener donc un test négatif? Mais comme le dit Valérie Zaroui, c'est vrai que il y a le problème du coût. Qui c'est qui le supporte? Est-ce que c'est le salarié non vacciné ou c'est le RUAM? Voilà, ce sont des questions qui restent encore en suspens, que nos responsables politiques doivent y répondre. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est que qu'on puisse apprendre à vivre avec ce virus qui est parmi nous, qu'on ne pourra pas redevenir Covid-free, mais il faudra bien reprendre la vie, si on peut le dire, tout à fait normal, revenir comme c'était auparavant. Mais tout dépend des prochaines discussions qu'on va avoir. Nous, on a de notre côté, on participe donc 2 fois par semaine aux rencontres avec le gouvernement sur ces aspects-là, au niveau du droit du travail, sur les prises en charge. Donc on aura encore des réunions, et notamment sur le pass sanitaire. Stéphane Ngaliman pour les APE donc de la commune de Païta. Vous avez dit tout à l'heure, donc vous préparez à la rentrée déjà avec les discussions que vous avez avec le gouvernement, qui en plus d'assurer donc d'avoir l'assurance des autorités sur la vaccination du personnel éducatif. Qu'est-ce que selon vous est la priorité justement à une possible réouverture des classes et des cours aux élèves? La priorité pour un possible déconfinement total, alors là, franchement, je sais pas. C'est une question un peu difficile, mais je pense aussi que sur Païta, c'est 35% des gens vaccinés. D'accord? Pour moi, c'est un taux qui n'est pas assez élevé. Le taux d'incidence est trop pour ouvrir. Tout à l'heure, nous l'avons
dit aux membres du gouvernement. De ce que j'ai compris, ça sera les ouvertures des écoles avec le masque obligatoire pour les enfants de 12 ans, mais à charge des parents. Donc comment voulez-vous que le parent prenne à charge les masques tous les jours pour les enfants si on veut bien protéger nos enfants? Donc il faudrait peut-être regarder à chercher une solution. On sait très bien que la Calédonie va mal, donc tout le monde, il n'y a pas d'argent, les collectivités, tout le monde n'a pas d'argent. Et moi, tout ce que je peux vous dire des derniers échanges que j'ai eus aussi avec le maire de Païta, s'il y a déconfinement total et ces chiffres-là sont toujours aussi élevés, il se donne le droit de laisser fermer les écoles de Païta. Et je pense que nous ne sommes pas favorables parce que tous les parents sont inquiets de ramener leurs enfants à l'école avec des masques et on voit les taux de décès tous les jours. Merci, monsieur Ngalimad. Aujourd'hui, plus de 61 000 personnes qui ont reçu une injection, ce qui porte à 32%, c'est le nombre des Calédoniens ayant un suivi vaccinal complet sur l'ensemble du pays. La mise en place d'un pass sanitaire est envisagée par les autorités aujourd'hui. Est-ce que ce qui est mis en place en France métropolitaine peut l'être aussi en Calédonie? Madame Valérie Zaoui pour le MEDEF-NC. Oui, bien sûr, ça peut l'être et on demande à ce qu'il soit étendu dans les entreprises. C'est-à-dire, pour nous, ça ne peut pas être un pass sanitaire qui ne serait là que pour nous permettre d'accéder aux loisirs, etc. Il faut vraiment que ce soit un outil dans les entreprises pour savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Non pas qu'on ait envie de fliquer notre personnel, on a bien d'autres choses à faire, mais malheureusement, on doit les protéger et on doit aussi répondre à la demande de nos clients. Je voudrais quand même dire une chose à nos auditeurs, c'est qu'on a une chance de dingue d'être dans un pays où on a accès gratuitement à la vaccination. On a des problèmes de pays de riches quand même quand on en est à se dire moi j'ai pas très envie, je vais attendre, etc. Dans les pays, dans un certain nombre de pays sur cette planète, les gens pleurent de ne pas avoir de vaccin, de ne pas avoir accès aux soins. Nous, on a cette facilité-là et on boude le vaccin. Et autre chose aussi sur laquelle je souhaite insister, il suffit pas de faire une seule vaccination. On a bien vu qu'au début, à l'entrée du Covid de cette épidémie, là, on a eu d'un coup un grand nombre de personnes qui sont allées se faire vacciner, ce qui est très bien. Malheureusement, la deuxième vaccination a l'air de peiner à être faite. Il faut la faire, parce que je suis pas médecin, mais je pense que le médecin que vous avez en ligne pourra confirmer qu'une seule vaccination ne sert à rien. Donc il faut vraiment aller à la fin de ce chemin vaccinal pour qu'on puisse se protéger. C'est une question de civisme et de responsabilité collective. Et voilà, on n'a plus le temps d'attendre, de remettre à demain. Il faut vraiment y aller. On est très affecté de voir parmi nos salariés des gens qui peuvent tomber malades, même des gens qui étaient au chômage, donc arrêtés depuis le début du confinement, sont arrêtés chez eux, tombent malades et viennent aujourd'hui, sont dans des situations très critiques par rapport au Covid. Ça nous fend le cœur, quoi. Maintenant, il est temps que chacun, surtout les personnes les plus fragiles, fasse ce chemin d'aller se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Milo Boignoua, l'obligation vaccinale et aujourd'hui, peut-être justement la mise en place du pass sanitaire, est-ce qu'on aurait pu tourner autrement, faire comme en France métropolitaine, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans les entreprises? Je veux dire, début septembre, la Nouvelle-Calédonie a été placée par décret en état d'urgence sanitaire. Et donc, il suffit après que le HOCR ou le président du gouvernement prennent par arrêté de détendre ces dispositifs. Donc aujourd'hui, c'est ce qui semble s'orienter vers ça, par la mise en place du pass sanitaire. Nous, on est prudents dans les discussions. Le pass sanitaire, c'est pour deux moyens. Hein. C'est pour pouvoir se déplacer librement sur un territoire et puis pouvoir voyager. Nous, on était prudents sur le fait de pouvoir utiliser en entreprise. Je reprends le mot cité par Valérie sur le fait de fliquer les salariés. Nous, il n'en est pas question. C'est pour pouvoir circuler librement au niveau sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et pour pouvoir voyager. Quelqu'un du sud qui va aller vers le nord. Mais bien sûr, les salariés qui travaillent dans ces domaines-là, eux, ils seront contraints par le pass sanitaire, par le contrôle. Mais nous, il n'est pas question je comprends la préoccupation, encore une fois, des chefs d'entreprise, mais il faut que, aujourd'hui, on a deux types de population, hein,
parce que les obligations vaccinales, pour un, c'est 31 octobre, et pour l'autre, l'ensemble de la population, 31 décembre. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, peuvent circuler des gens qui sont vaccinés et les non vaccinés. À preuve pour les non vaccinés d'apporter une preuve une preuve d'un test négatif. Mais aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas, sinon ce serait discriminatoire, quoi. Hein. Mais sur l'obligation, encore une fois, moi j'attire l'attention. Le 31 octobre, c'est demain. Donc je suis inquiet sur des entreprises comme à la SLN. Maintenant, on veut étendre à tous les entreprises secteur minier. Il y a peut-être, c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière, au niveau des instituteurs du corps enseignant, cette obligation, mais pour l'instant il n'y a rien qui est pris. Mais ça c'est, et donc on arrive bientôt, et je pense que on sera pas prêt. Pour autant, il faut appeler la population à se vacciner, parce que aujourd'hui, l'heure n'est plus à la polémique pour ou contre la vaccination. Il est bien là, le virus, et donc il faut se protéger. Mais la préoccupation, c'est par rapport à cette obligation, par rapport à ceux dont l'échéance c'est le 31 octobre. Milo Poigniwa, le secrétaire général de l'USMAC. On va terminer avec Benoît Chabert, donc du côté de la province Nord. Donc vous redoutez un retour de l'activité donc à l'hôpital hors Covid aujourd'hui, c'est ça votre préoccupation? Je la souhaite, et puis elle va être nécessaire. C'est ce qui a été constaté partout. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une petite pause pendant les pics de Covid du reste de l'activité, puis ensuite ça revient. Et puis il y a des gens qui ont été des chirurgies pour ce qui me concerne, où on peut imaginer des soins dentaires, des tas de choses qui ont été suspendues à cause du Covid. Il va bien falloir les reprendre, parce que ça ne peut pas durer éternellement. Donc il faut qu'on s'en sorte de ça. Et il y a des problèmes qui se posent déjà quotidiennement et qui ne seront pas résolus sans passe sanitaire. Malgré tout, et je pense que tout le monde sera d'accord, il y a eu un courage politique énorme à rendre la vaccination obligatoire. Maintenant, il faut que ce courage aille jusqu'aux sanctions qui vont avec. Et la vaccination, c'est le plus efficace et le moins cher pour sortir de cette crise. Donc le pass sanitaire sera sûrement absolument nécessaire temporairement, mais j'espère qu'on aura le courage d'aller au bout et qu'on fera en sorte que tout le monde soit vacciné. Le jour où on arrive à une vaccination normale, on aura la situation qui est vécue dans beaucoup de pays en Europe, en France, en Irlande d'ailleurs, qui ont atteint des taux de vaccination supérieurs à 80%, c'est-à-dire qu'on retrouve une vie normale. Et c'est quand même finalement ce qu'on peut tous souhaiter. Et à l'hôpital, c'est vraiment ce qu'on souhaite, parce que ça nous permettra aussi de sortir de ces calculs impossibles, de savoir combien de lits il faut garder pour les gens Covid, non Covid, et ce qui va être très compliqué, ce qui va aboutir à des retards de prise en charge pour des patients, à des surcoûts, enfin à des tas de choses que personne ne veut voir se pérenniser. Tout à l'heure, vous avez parlé d'assurer le quotidien par la suite. C'est ça aussi qui vous préoccupe avec la province Nord. Il faudrait mettre les moyens. Est-ce que c'est vraiment un problème de province Nord? Il y a des problématiques spécifiques, mais le quotidien, il y a le quotidien des hôpitaux, ça, encore une fois, c'est un tout autre débat, mais il ne va pas être réglé juste parce qu'on aura vacciné tout le monde. Les financements, et tous les intervenants sont mieux placés que moi pour en parler, ne sera pas réglé. Et ensuite, on va tomber immédiatement, en tout cas, dans un problème de recrutement de personnel. Même si on arrive à vacciner, on aura rapidement, dès que la réserve arrêtera de venir, un problème de recrutement qui va se poser. Ouais. Merci, docteur Chabert, du côté de la province Nord. Nous arrivons à la fin de cette émission. Madame, messieurs, merci donc de votre participation pour ce Question Pays. Merci notamment aux auditrices et auditeurs de votre attention et de votre fidélité. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain avec une nouvelle thématique. Belle journée sur les antennes de la première en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delia et bonjour à tous.